Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes écrivain, journaliste d'investigation, spécialiste police, grand banditisme, renseignement intérieur, des tirs de Kalachnikov, des incendies de voitures, des menaces depuis dimanche contre les prisons et leurs surveillants. La nuit dernière a été rythmée par les patrouilles de police devant ces établissements pénitentiaires, avec toujours cette question: qui se cache derrière ces actes et cette chaîne Telegram DDPF, défense des droits des prisonniers français? Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête dès mardi. Aucune piste privilégiée, dit-il encore ce matin. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, pointe clairement le narcotrafic. Est-ce que vous trouvez cela précipité ? Écoutez, il a pas, au final, il n'aura pas complètement tort, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sont les décisions prises par le ministre de la Justice concernant l'incarcération des narcotrafiquants qui suscitent et qui ont entraîné cette mobilisation. C'est la décision notamment de créer 2 ou 3 prisons ultra sécurisées. C'est la décision de priver de téléphone un certain nombre de trafiquants qui continuaient à dealer, à gérer leurs affaires, on va dire, depuis leurs cellules. C'est de toute façon cela qui entraîne ce mouvement. Après, qui est derrière? C'est vrai qu'à première vue, moi, j'aurais presque trouvé, pardonnez-moi, mais j'aurais presque trouvé plus rassurant que ça vienne d'une organisation politique. Parce que ça en avait tout l'air. Et si ce sont les narcotrafiquants qui sont à l'œuvre, ils sont relativement intelligents, parce qu'ils nous ont leurrés, dans la mesure où, en créant cette espèce de pseudo-organisation, en revendiquant comme ils l'ont fait, en filmant leurs actions pour que ce soit relayé et su, ils signeraient là, si c'était vraiment eux qui étaient à l'origine de ces attaques, ils signeraient une véritable opération coordonnée sur le plan national, qui démontrerait une forme de toute puissance. C'est pour ça que je vous dis qu'on aurait presque préféré, même si a priori je pense que ça n'aurait pas échappé au service de renseignement, on aurait presque préféré un remake de ce qu'on a vécu dans les années 1970-80, où on avait vu une espèce de campagne très politique contre les quartiers de haute sécurité, alliant d'un côté des grands voyous avec un Jacques Mérine à sa tête, et de l'autre côté l'extrême gauche, et notamment, je me souviens, le journal Libération, qui était très en pointe dans ce combat-là. On aurait presque préféré retrouver ça, qui était un classique. Si ce n'est pas le cas, et si on a affaire à une opération coordonnée de narcobanditisme, alors là, oui, on franchit une nouvelle étape en France aujourd'hui, parce que précisément, ce qui vous frappe, ce qui me frappe, c'est la coordination. Ouais, c'est le fait que les révoltes dans les prisons, en général, c'est très localisé. Vous avez une révolte à la prison de Saint-Maur, vous avez une révolte à Châteauroux, ça se passe à l'intérieur. Et là, on est dans une nouvelle forme, puisque ça se passe à l'extérieur, avec une mise en danger, non pas dans la coursive des surveillants, mais partout où ils se trouvent, à l'extérieur, quand ils rentrent chez eux, quand ils vont faire leurs courses au supermarché. Et c'est là où je dis, on franchit un cap dans la pression, l'immense pression qui est mise sur les agents de l'administration pénitentiaire. Avec cette dimension-là, pour reparler justement du narcotrafic, ça signifierait que des gangs ennemis, par exemple, se seraient alliés pour faire front commun? On peut imaginer ça, carrément? Non, c'est là où au début, intellectuellement, on a du mal à l'admettre. Parce que, si vous voulez, on a quand même... Ce sont des organisations criminelles ultra concurrentielles, qui passent leur temps à s'entretuer, qui sont autonomes les unes des autres, qui, on va dire, au niveau des valeurs, sont plutôt dans, moi je gère ma boutique, mon business, et je partage pas. Et puis si on est plutôt dans ça, dans un on va dire, avec des individus hyper concentrés sur leurs propres intérêts immédiats, et pas du tout dans la prospective ni dans l'organisation. Donc là, on aurait la naissance d'une espèce de... si c'était le cas, parce que je reste encore prudent à ce stade, on aurait la naissance d'une espèce de cartel capable de s'organiser d'un bout à l'autre de la France pour, du jour au lendemain, dire au ministre de la Justice, ça suffit, on veut pas de tes prisons. Je veux dire, autrefois,
Autrefois, c'était pas comme ça. Je veux dire, le détenu qu'on privait de douche parce qu'il s'était mal comporté ou à qui on restreignait un peu la liberté, il tambourinait à la porte. Au pire, c'est vrai que ça c'est arrivé. Il cassait la figure d'un surveillant dans les coursives. Aujourd'hui, en gros, on serait arrivé à ça. Tu me prives de douche, je m'en prends à ta voiture, je fais brûler ta voiture. Tu veux pas me faire rentrer un téléphone, pardonnez-moi, je tutoie, mais c'est comme ça qu'ils le font. Tu veux pas me faire rentrer un téléphone portable dans la prison, tu vas voir, tu vas être en danger partout. Ça me rappelle un peu, vous savez, ce qu'ont vécu les policiers durant la grande vague récente de terrorisme, où tout d'un coup, ils étaient attaqués jusque chez eux, ils étaient attaqués parce qu'ils portaient l'uniforme, ils étaient attaqués partout dans la rue, et ils ont été autorisés, je le rappelle, à circuler avec des armes. Là, ils sont en situation de faiblesse, les surveillants. Et les narcotrafiquants le savent très bien, ils n'ont pas d'arme à feu, ils se baladent pas avec une arme à feu. Et dans les dossiers, par ailleurs, qui les mènent en prison, apparaissent souvent, notamment dans les affaires disciplinaires, les noms des surveillants qui sont en face d'eux et qui les condamnent au mitard. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'accès comme ça à la vie privée. Et puis la prison, c'est un huis clos finalement. C'est un huis clos, vous savez, c'est pas comme une garde à vue au commissariat où vous avez la cage, vous avez les barreaux. Dans la prison, vous êtes face à face. Vous pouvez toucher l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est un métier extrêmement compliqué, d'agent. Vous êtes très 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 proche. Et donc vous êtes accessible aux pressions. Des agents pénitentiaires donc pris pour cible désormais, ils ont été filmés, certaines vidéos ont été diffusées sur ce canal Telegram. Ces attaques, elles interviennent dans un climat, vous avez déjà commencé à en parler, mais un climat chaotique pour la profession et pour les prisons d'ailleurs françaises. Oui, écoutez, là, les surveillants savent pas très bien comment ça va se passer, mais le ministre de la Justice a promis aux trafiquants de stupéfiants donc la création d'au moins 2 prisons pour l'instant qui seraient des super prisons complètement sous cloche. À Vendée-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe. Voilà, exactement, et où ne rentrerait strictement aucun téléphone portable, aucune espèce de barrette de shit, aucun gramme de cocaïne, etc. Ils savent très bien que ça va être très 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 difficile, que la pression va être extrêmement importante. Et vous imaginez, si aujourd'hui on est encore dans le si, vous avez des trafiquants capables de s'organiser d'un bout à l'autre de la France, vous imaginez si vous mettez les 100 plus gros trafiquants et plus riches de ce fait, trafiquants de stupéfiants dans un même établissement, quel poids économique, quelle puissance ils vont concentrer. Et quand je dis quel poids économique, c'est quelle force de corruption ils vont le représenter. De corruption et... Parce que là, si ça s'avère être le cas, en gros, on aurait des puissants caïds qui, de l'intérieur des prisons, auraient commandité des petites mains, non plus cette fois pour aller commettre des exécutions et des règlements de compte, ce qu'on a vu quand même avec la DZ Mafia à Marseille, mais pour aller s'attaquer aux surveillants. C'est un peu le même principe, en fait. Ce que vous dites, Frédéric Ploquin, ce que vous dites, c'est qu'à Vendée-le-Vieil, par exemple, l'établissement haute sécurité qui doit ouvrir d'ici l'été, on peut redouter des attaques de cette ampleur? Écoutez, on va pas avoir le temps, vu la vitesse avec laquelle ça va, d'ailleurs c'est ce qui déplaît apparemment aux trafiquants, mais vu la vitesse à laquelle ça va, l'administration va pas avoir le temps de former les fonctionnaires, les agents de la pénitentiaire. Il va falloir quand même les préparer à ce que ce soit extrêmement dur. Je pense que ils vont se retrouver en permanence dans ces établissements avec une tenue de Robocop, comme ça arrive parfois, et pas du tout avec la tenue traditionnelle, qu'ils vont être sans arrêt sur leur garde et qu'ils vont leur mener, les détenus vont mener aux surveillants une vie d'enfer. Ça me paraît clair. Donc il va falloir trouver des volontaires pour aller là-bas, dans ces prisons. Il va falloir... Et il y en a aujourd'hui, des volontaires? Oui, il y en a qui veulent y aller, mais il va falloir aussi les payer. Oui. Il va falloir aussi les payer peut-être un peu plus que les autres. Je pense que très vite on va avoir des revendications de ce type-là, parce que parce que ça va pas être déjà que c'est pas un travail de tout repos, c'est un travail compliqué. Je veux dire, vous vivez, quand vous êtes agent de la pénitentiaire, vous vivez encore plus longtemps que vous passez toute votre vie en prison finalement. Donc c'est dans cet univers. Donc il faut des respirations. Là, ça va être une cocotte minute, j'ai envie de dire, ces établissements, si on part de l'idée qu'aujourd'hui, vous
Vous savez, il n'y a pas que les agents d'ailleurs. C'est ça qui nous fait penser que c'est peut-être la bonne piste, c'est que ce qu'on voit depuis quelques semaines, quelques mois, c'est qu'il y a des menaces qui sont proférées dans les bureaux des palais de justice contre des juges, contre des greffiers, des menaces ou des approches de policiers également, de douaniers. Qui pourraient se retrouver visés par ce type d'attaque. Il y a des magistrats aujourd'hui protégés en France à cause des menaces qui ont été dans le huis clos du bureau du tribunal. Il y a des agents de la pénitentiaire qui ont été clairement, notamment, il y a un cas à Marseille assez récent où on a deux caïds de la DZ Mafia, ce qu'on appelle la DZ Mafia, c'est-à-dire cette espèce d'organisation de cette nébuleuse marseillaise qui ont été mis un peu sous surveillance très 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 rapprochée au Beaumet, dans cet établissement, avec des conditions drastiques du jour au lendemain pour éviter justement qu'ils ne commanditent des règlements de compte depuis la prison. Et ils sont passés tout de suite à l'offensive, à l'attaque, c'est-à-dire qu'ils ont commandité des jeunes pour aller s'en prendre directement, peut-être même physiquement, puisqu'ils étaient armés, au directeur de la détention qui avait pris ces décisions et qui encadrait à ce moment-là ces restrictions. Donc vous voyez bien que ces agents vont être très très vite en danger. Ils le sont déjà. Merci Frédéric Ploquin, écrivain, journaliste d'investigation. Je précise que vous êtes aussi l'auteur du livre Braqueur, mercenaire, aventurier de l'OAS au grand banditisme. C'est paru aux éditions du Nouveau Monde. Bonne journée Frédéric Ploquin. Bonne journée à vous. À bientôt. 8h26 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre, nous sommes jeudi, nous accueillons le journaliste François-Olivier Gisbert juste après la revue de presse.